Il n'y a pas que le volet transfert d'argent qui doit être un sujet de vigilance. Je vous laisse peut-être, messieurs, la parole, parce que je suis entourée d'experts. Je vais la mettre là, je vais mettre ici. Bonjour à tous. L'émission de la DISI, l'antenne de GSI, donc, sont essentiellement donc, la sensibilisation auprès des entreprises, surtout pour les bonnes mesures, je dirais, ce qu'on appelle nous l'hygiène informatique. On laisse, je dirais, le côté technique je dirais, aux entreprises telles Orange Cyberdéfense, évidemment, l'ANSSI. Et nous, notre rôle, une fois qu'on a sensibilisé, et hélas, une fois qu'on a détecté, je dirais, une menace, on est chargé de collecter toutes les informations, je dirais, aussi bien techniques que les points d'entrée donc de l'attaque cyber, qui ensuite, nous, on relaie en fait toutes ces données à notre direction qui elle-même travaille dessus pour faire des synthèses et essayer de centraliser les attaques si elles ne sont pas répétées par les mêmes hackers ou pas. Et puis en collaboration, je le répète, avec les services présents à ce webinaire. Donc voilà, notre rôle, c'est avant tout de rencontrer le maximum d'entreprises pour essayer, je dirais, dans un premier lieu, d'éviter, je dirais, les gestes inadéquats pour favoriser l'entrée d'un éventuel virus ou ransomware par la suite. Donc voilà, je fais vite, bref peut-être. Et comme disait Madame la directrice, on a dans le département de la Mayenne quelques cas d'entreprises qui, je ne sais pas si la Mayenne attire beaucoup en ce moment, mais comme vous savez tous, hein, on a de belles entreprises qui ont été hélas victimes. Donc voilà, notre rôle en collaboration avec le renseignement territorial est d'essayer d'identifier les entreprises qui seraient intéressées d'une part et qui auraient besoin d'être sensibilisées en seconde part. En fait. D'accord. Voilà. Merci Monsieur Chénet, merci Madame la directrice. Je vous propose de passer la parole à Patrice Degnaud, président de la CCI de la Mayenne. Patrice. Oui, merci Jean-Luc. Non, moi, je voulais juste vous saluer toutes et tous, et vous, Madame la directrice, en particulier. La Chambre de commerce est dans son rôle, hein, vous nous l'aviez demandé, mais la Chambre de commerce est complètement dans son rôle, et ça sera donc une série de 4 webinaires qui vont vous être proposés en partenariat avec Orange Cyberdéfense, évidemment qu'on remercie, et puis les services de l'État. Peut-être juste, alors évidemment, vous avez tous, on n'a pas besoin de se rappeler aujourd'hui la menace qui pèse sur nos entreprises, hein, quelle que soit leur taille. C'est sûr qu'il faut toujours se former. Juste pour rappeler peut-être à tout le monde, évidemment, là on est sur un public d'experts, donc les gens le savent, mais rappeler depuis 35 ans, la Mayenne a la chance d'avoir une très belle école, l'IIA, l'Institut d'informatique appliquée à Saint-Berthevin, qui forme notamment des techniciens et justement des administrateurs de systèmes et réseaux, ainsi que des experts en sécurité. Donc voilà, l'IIA n'est pas évidemment la seule école compétente, bien sûr, mais je voulais quand même en parler, puisque on peut, et soit en formation initiale ou en formation continue, par alternance, Madame la directrice, mettre des jeunes et des moins jeunes en formation dans les collectivités et les entreprises, et qui doivent sans cesse mettre les entreprises les plus on va dire en veille. Donc voilà, je voulais juste moi vous remercier et remercier d'avance tous les présents, mais surtout aussi tous nos intervenants. Merci à toi Jean-Luc d'animer. Merci Patrice. Alors, je vous propose maintenant quelques mots d'introduction de Jean-Jacques Gaouillère d'Orange, directeur innovation Bretagne et Pays de la Loire. Jean-Jacques. Oui, bonjour à tous. Nous sommes évidemment ravis d'être là. Voilà, ça fait quelques semaines maintenant qu'on travaille d'arrache-pied avec les équipes de la direction régionale Pays de la Loire, avec Paul Abine, hein, directeur des relations collectivités locales, évidemment que certainement pas mal d'entre vous connaissent. Mais on travaille avec évidemment les équipes Orange Cyberdéfense pour proposer en collaboration avec la préfecture et avec la CCI un cycle, je dirais un cycle de webinaires, mais aussi d'ateliers. Voilà, on va aussi alterner sur 2021, voilà, de 4 webinaires et ateliers qui vont permettre de donner un
un maximum d'informations, un panorama, on va dire, de ce qui est important de savoir sur la cyberdéfense. Et j'en dis pas plus parce que je suis vraiment ravi de passer la parole à Frédéric Daniel, hein, qui va animer ce webinaire aujourd'hui. Frédéric est manager d'équipe conseil et audit en Pays de la Loire, donc on est vraiment aussi présent sur le territoire, hein, je tiens à le dire, hein, que ce soit en Bretagne ou en Pays de la Loire. Et il est donc voilà, manager d'équipe chez Orange Cyberdéfense. Il est expert en cybersécurité et en gestion de crise. Donc Frédéric, je suis vraiment ravi de te passer la main tout de suite. Voilà. Eh bien, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager la présentation. Voilà. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui est vraiment la partie état de l'art de la menace. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, on va parler d'état de l'art de la menace en 2021 avec la thématique d'où vient le danger. Donc, l'objectif ici est de vous présenter l'écosystème, qu'est-ce qu'on entend derrière menaces cyber, les rançons logiciels, les ransomware, les groupes qu'on peut y trouver. Ah. Non, c'est bon. Voilà. Bon, je reviens pas sur les intervenants. Juste un point, c'est qu'effectivement, dans mon cas, j'interviens depuis à peu près 20 ans sur les sujets, que ce soit continuité d'activité, gestion de crise, cybersécurité depuis à peu près 7 ans. Et par ce rôle, j'accompagne aussi des structures du Pays de la Loire dans les crises, dans la partie opérationnelle, qui est une évolution qu'on a dû prendre un peu avec l'année 2020. Juste, pourquoi est-ce que Orange Cyberdéfense intervient dans ce cadre de webinar? Parce que quand on dit Orange, on pense beaucoup de télécom, peut-être moins notre filiale qui est la partie cyberdéfense. Il faut savoir qu'on est une filiale entièrement dédiée au sujet de la cyberdéfense, plus de 2500 personnes, France, Europe et différents autres pays du monde. Je vais faire assez vite sur la présentation, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on intervient aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, on est présent dans pas mal d'endroits, que ce soit dans le monde et en France, beaucoup de sites régionaux. Pourquoi la région? Parce qu'on considère que le tissu local est important, que les entreprises doivent être en proximité pour pouvoir les accompagner, que ce soit pour la montée en maturité ou que ce soit aussi, malheureusement, pendant les crises. Voilà. Et donc, par rapport à ça, on a des centres d'expertise qui sont là pour surveiller, analyser, rechercher, s'enseigner sur la menace cyber. Donc, on a des experts dédiés qui suivent régulièrement l'actualité, qui essayent d'anticiper aussi, se projeter et qui permet d'alimenter nos socles de sécurité opérationnelle, tous nos centres qu'on a un peu partout dans le monde, qui sont là pour surveiller les incidents, les événements sécurité chez nos clients. Alors, je vais passer assez vite, si jamais vous avez des questions par la suite. Notre expertise, donc on accompagne aussi bien sur la partie anticipation, donc c'est toute la partie veille, toute la partie accompagnement sur la montée en maturité, l'identification avec toute l'identification des menaces, les risques que vous pouvez avoir au niveau des entreprises, la protection, un gros sujet chez nous, donc c'est tous les services pour vous aider à protéger votre entreprise, la détection, je parlais des centres d'opérations de sécurité qui sont là pour gérer les événements et intervenir dans le cadre de la réaction. Et là, on a aussi bien les équipes dites de forensique pour l'investigation que les équipes d'accompagnement pour le pilotage des opérations de crise. Tout ça en relation avec les autorités, que ce soit les services, la préfecture, de police, l'ANSSI, tous ceux qui sont amenés à intervenir. Et on intervient donc dans tout secteur d'activité, aussi bien sur l'intégration du management, du co-management, et comme je vous disais, sur l'accompagnement, donc sur l'audit de la gouvernance, la sensibilisation, la formation. Alors, tout ça, en fait, permet d'introduire pourquoi est-ce qu'on est en capacité de vous présenter des chiffres aujourd'hui, d'avoir une vision sur la menace cyber. Donc, aujourd'hui, et pour pouvoir se projeter sur demain. En fait, on sort tous les ans ce qu'on appelle le Security Navigator, qui est un outil qui va tracer toute l'actualité d'une année. Donc, ça donne toutes les données qui viennent de nos SOC, de nos cyber-SOC, avec toute la veille mondiale de nos équipes. Donc, on a des équipes qui s'appellent des équipes de CERT,
qui sont là, qui sont des centres d'expertise qui vont analyser ce qui se passe sur le web, sur le dark web, qui vont faire de la veille en vulnérabilité, de la veille en réputation. Et donc, de ce fait, on a des retours d'expérience qui sont précis, qui viennent aussi de nos missions de conseil, d'audit et de réponse à incidents. Donc, venons-en à l'aspect le plus important. 2020, qu'avons-nous vu en 2020? Posez-vous une question. Selon vous, donc, quel a été l'impact du confinement et du télétravail suite à la Covid-19? Comme ça, est-ce qu'on est plutôt sur une forte augmentation des attaques? Est-ce qu'on a plutôt eu aucun changement? Est-ce qu'on a eu une diminution des attaques? Quelle serait votre projection? Si vous voulez répondre dans le chat, donne un peu la vision, ce que vous en pensez. Donc, je vous laisse garder un peu ce fil rouge. Ça va servir pour l'échange juste après. Je vois que on est plutôt dans la forte augmentation. Oui, bizarrement. Il y a une tendance. Il y a une tendance. Bon, et ben juste avant de rentrer dans la réponse, juste une petite information, une petite visualisation. Quand on a eu la Covid, la crise Covid qui est arrivée, on s'est rendu compte qu'on avait un nombre d'attaques, donc ce qu'on appelle le phishing ou l'hameçonnage, qui était sur le thème de la pandémie comme leurre, donc des mails qui vous disaient si vous voulez le vaccin, tel médicament, etc., qui a effectivement été en forte augmentation à un moment donné, mais en fait l'intérêt est vite redescendu pour les attaquants et ils sont repartis vers des thèmes habituels un peu plus génériques. Et vous allez voir un peu pourquoi aussi derrière, qu'est-ce qu'on va trouver derrière ces thèmes génériques. Donc, bon, la Covid, ça a été une tendance, et puis c'est passé assez rapidement en 2 mois. Et en fait, la tendance sur l'année, ça a plutôt été, suite au confinement, une baisse des attaques. En fait, en France, le volume d'incidents a baissé de 30% entre mars et mai. Alors, en Suède, où il n'y a pas eu de confinement, on était plutôt sur une baisse de 3%. Comparer un peu deux pays et tendance sur 2 pays. En fait, pourquoi? C'est que vous allez voir après par les structures d'attaque, ils sont aussi impactés et ils ont des activités, ils ont des bureaux et ils n'avaient pas forcément la capacité à mener plus d'attaques pendant cette période. Au contraire, ils ont été un peu restreints. Par contre, on a vu en sortie de confinement une forte augmentation, donc plutôt des échecs de tentatives de connexion, mais c'est plus lié aux personnes qui revenaient, qui avaient un peu oublié leur mot de passe, quand ils n'étaient pas en télétravail, qui n'avaient pas la possibilité de travailler. Mais une fois qu'on a eu les activités qui sont revenues à la normale, là, on a eu un nombre d'incidents qui a augmenté de 18%. Donc, pendant le confinement, ça a baissé, mais l'activité a fortement augmenté derrière. Pour donner un exemple par rapport à nous actuellement, il faut savoir qu'on traite entre 3 et 4 problématiques d'attaque par rançongiciel sur des entreprises par semaine. Donc nos équipes en général interviennent beaucoup et on a quand même sur la deuxième partie de l'année dernière noté une très forte augmentation. Deuxième aspect sur les tendances, c'est qu'on a vu beaucoup de vulnérabilités apparaître dans les produits de sécurité. On va faire un petit focus dessus après. On a eu des hausses des vulnérabilités Windows, qui étaient encore plus vraies en ce début 2021. Et puis, on a vu entre mars et mai 2020 une augmentation des vulnérabilités multipliée par 4 sur les technologies de sécurité. On va en parler après. Et puis, une tendance qu'on a vu apparaître de plus en plus plutôt sur la fin de l'année, c'est le principe de double extorsion sur les rançongiciels. C'est-à-dire que lorsque vous réglez la rançon, qui arrive, des clés de déchiffrement est bien fournie, mais derrière, on va quand même vous demander plus, parce que sinon, on va divulguer vos données. Donc, c'est à la fois une rançon sur le déblocage de votre système et sur la divulgation de vos informations qui ont pu vous être volées. Donc, on est vraiment sur un business du ransomware. Je vais donner quelques chiffres.
je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que c'est beaucoup de données. Vous aurez toutes ces diapositives, vous les aurez, on vous les enverra par la suite. Comme ça, vous pourrez prendre un peu plus de temps pour vous y référer. Si je vais un peu vite, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous avez des questions, vous les écrivez dans le chat, on les prendra par la suite. Voir si je peux y répondre en direct, que ça s'intègre dans le discours, je l'intégrerai. Ce qu'on a constaté par organisation, c'est qu'on était sur un nombre d'attaques par entreprise assez important. Donc, on a à peu près 30% plus d'incidents dans les petites entreprises que dans les entreprises de taille moyenne. En général, à peu près 101. Donc, petite structure, chez nous, c'est moins de 1000. Moyenne, de 1000 à 10 000. Grande, plus de 10 000. Les grandes organisations ayant les moyens un peu plus de détecter les attaques, les signaux d'incidents de sécurité, alors que les petites ont beaucoup moins cette possibilité. Si on regarde les types d'attaques qu'on rencontre par organisation, ce qu'on a le plus fréquemment sur les petites organisations, ce sont ce qu'on appelle les attaques par le réseau, donc des tentatives d'intrusion sur les réseaux. On retrouve la même chose sur les moyennes organisations, alors que sur les grandes organisations, c'est assez réparti. Autre gros sujet, c'est la compromission de comptes. C'est-à-dire que les comptes de vos utilisateurs sont obtenus à l'extérieur de votre entreprise, soit parce que les personnes se sont fait hameçonner, soit parce que, ce qui peut arriver aussi, elles utilisent leur compte sur d'autres environnements, sur d'autres sites, et voire elles utilisent le même mot de passe, ce qui effectivement pose un problème de sécurité. L'autre gros sujet, c'est le malware. Donc, c'est tout ce qui est, alors, terme français du malware, je ne l'ai plus en tête, on en reparlera par la suite. Mais donc, c'est tout ce qui est logiciel qui va avoir un impact malveillant sur votre entreprise. Donc, dedans, on va y rentrer beaucoup de choses comme le rançon logiciel, par exemple. Voilà pour donner un peu les types d'attaques qu'on rencontre. Alors Frédéric, il y avait une interrogation une remarque dans le chat. Est-ce que cette évolution des statistiques en termes d'attaques, ça se traduit aussi par davantage de déclarations que d'habitude de ces attaques? Alors là, on est plutôt sur des chiffres qui sont issus de nos centres d'opération. Donc nous, c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate par rapport aux entreprises avec lesquelles on travaille. Effectivement, c'est à pondérer par rapport à ce que les entreprises qui n'ont pas forcément de services de sécurité, pas forcément de solutions de sécurité, ne voient pas et ne déclarent pas. Ouais. Merci pour la précision. Je vous parlais tout à l'heure ce qu'on appelle les CVE. Donc, c'est tout ce qui est vulnérabilité identifiée sur des applications, des logiciels de manière générale. Et on s'est rendu compte que on a eu une période, donc sur mars, à partir de mars, dans tout le confinement, où on a eu énormément de failles de vulnérabilité identifiées sur des produits de sécurité. Donc, on les a surtout des outils de sécurité périmétriques. Donc, c'était un volume très inhabituel par rapport à ce qu'on rencontre ici. Alors, pourquoi c'est principalement parce que on estime qu'il y a eu déjà des grosses failles qui ont été identifiées, comme la faille de Pulse Secure. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un outil de VPN où il y avait une faille majeure qui permettait de récupérer des identifiants et qui a donc été fortement exploité par des attaquants. Donc, des attaques majeures qui ont permis d'aller récupérer ces identifiants et qui ont été diffusés par la suite dans le dark web, sur des milieux de hackers. Il y a aussi le fait que beaucoup d'outils ont été mis en place pendant le confinement pour le télétravail. Il y a eu beaucoup d'ouverture de SI, pas toujours de manière raisonnée. Et donc, ça a été une cible privilégiée pour les attaquants. Ils ont mis beaucoup d'énergie à chercher les failles sur ces outils pour pouvoir rentrer sur ces nouvelles portes. Parce que, on le verra dans l'écosystème, mais ce qu'on appelle des hackers derrière, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des structures de recherche, il y a des groupes d'attaque, il y a des groupes spécialisés sur tel ou tel domaine. Et donc, on a des chercheurs de ce côté de là-bas qui ont fait plus d'efforts sur les vulnérabilités
liées aux outils de sécurité périmétrique. Et malheureusement, il y a un effet domino, c'est que lorsqu'ils découvrent une vulnérabilité, ça va leur permettre d'approfondir la connaissance, l'expérience qu'il y a dessus, de mettre en place des outils qui vont l'exploiter plus facilement, et puis on va avoir des attaques qui vont se mettre en place de plus en plus dangereuses, de plus en plus agressives. Et par rapport à ces vulnérabilités, on s'est surtout rendu compte que le temps d'application des patchs, donc en général une vulnérabilité, dès qu'elle est détectée par son éditeur, l'éditeur va rapidement fournir un patch de sécurité pour corriger la faille. Quand vous l'avez vu, certainement pour ceux qui sont sous Exchange, avec la faille Exchange qu'on a eue il y a à peu près d'un mois. Le problème derrière, c'est que ces patchs de sécurité, ils sont pas forcément appliqués tout de suite. Et ce qu'on se rend compte, sur les 12 derniers mois, on est sur 168 vulnérabilités trouvées, donc des produits de sécurité, hein, pas sur Windows, pas à côté sur des applications normales. On a beaucoup trop de temps qui s'écoule et beaucoup qui s'appliquent encore au-delà de 180 jours. 29% entre 91 et 180 jours, ce qui est beaucoup trop. C'est-à-dire que il faut comprendre que les attaquants vont très vite. Dès qu'une faille est identifiée, en face, je vous parlais des groupes de recherche qu'ils ont côté attaquant, ils vont vite chercher les moyens d'exploiter cette faille. Donc, ils ont une vitesse d'adaptation qui est largement supérieure à la vitesse d'adaptation d'une entreprise. Voire, des fois, ils sont plus rapides que l'éditeur selon la faille qui a été identifiée et la difficulté à combler cette brèche de sécurité. Et ça se caractérise par quoi? C'est qu'on a vu des structures, je vous parlais de PulseSecure, qui a quand même une brèche qui doit dater septembre-octobre 2019. Et pendant l'été 2020, on avait encore des structures qui n'avaient pas passé de patch et pour lesquelles nos certes ont aidé à identifier qu'ils avaient cette fuite de données. C'est-à-dire que lorsqu'on fait notre veille, si on identifie des données compromises d'une société, qu'elle soit cliente ou pas d'ailleurs, on a plutôt tendance à donner l'information pour que l'entreprise gère le problème rapidement. Donc on a eu ce cas de figure qui s'est présenté plusieurs fois. Et malheureusement, ça va dans le sens du plus de 180 jours pour patcher, soit parce que l'entreprise n'est pas forcément réactive sur l'application de patch, soit parce qu'il n'y a pas de veille dans les entreprises pour identifier ces vulnérabilités. Sur une structure qui fait moins de 500 personnes, vous avez deux personnes, peut-être 3 à la DSI, elles sont concentrées sur le travail de tous les jours, le support des utilisateurs, les nouvelles applications. Elles n'ont pas forcément le temps de suivre l'actualité sur la partie cyber, les vulnérabilités, toutes les failles de sécurité qui sortent. Donc ça a tendance à évoluer et à bouger. Voilà pour les chiffres. Je ne sais pas si du coup vous avez des points, des questions. Est-ce qu'il y a des réactions sur le chat sur cette partie quantitative? Pour l'instant. Passons à la menace cyber en tant que telle. Là, on a parlé de failles de vulnérabilité, on a parlé d'attaques, mais derrière, est-ce que vous savez quels sont les acteurs qu'on a derrière toute cette terminologie, tous ces chiffres qu'on affiche? Est-ce que vous sauriez nommer des acteurs malveillants? Des groupes, des menaces est-ce que certains connaissent un peu, sauraient mettre des noms en face de ces acteurs? Oui, Ryuk, effectivement. Le Dark Web. Dark Web, c'est le nom générique où groupe, se retrouvent un peu tous ces acteurs. Effectivement. Mais Monsieur Dubruc qui répond, il est Nancy, c'est trop facile. Oui, j'avais vu. Ludique, État cybercriminel. Voilà, là, on a un panorama. Alors,
Oui, sur des acteurs. Alors, je ne vais pas rentrer effectivement dans le détail des différents types d'attaquants qu'on va rencontrer. Je veux plutôt parler des grands acteurs. Malheureusement, grands acteurs, parce que c'est un peu comme des entreprises. J'ai fait l'analogie plusieurs fois. On a des groupes organisés qui travaillent. On parle de travail parce que derrière, ils rémunèrent des gens sur les attaques et sur l'activité donc de rançongiciel. Tout ce qui est activiste, ludique, étatique, cybercriminel, ce sont les typologies d'acteurs qui vont effectivement être amenés à attaquer une entreprise. Là, on est dans du groupe. On est dans même du cybercriminel. Le ludique, c'est effectivement, vous avez des gens qui, pour le plaisir ou pour l'ego ou pour rentrer dans des communautés, vont utiliser des outils existants où on va montrer qu'ils sont capables d'attaquer une entreprise. Ça sert à on aurait pu en parler, je préférais mettre de côté ces sujets-là, mais c'est une menace qui est un peu moins importante et qui va viser des structures qui ont vraiment un niveau de sécurité assez haut. Là, on est sur les cybercriminels et on va retrouver des grands noms que sont Maze, Reveal, Conti, Netwalker, Doppelpaymer. Donc tous ces noms-là ne vous parlent pas forcément. Certains sont sortis, ont été vus sur Internet, sont sortis dans les journaux, on en a parlé pour quelques-uns. Il y a un groupe qui n'apparaît pas, qui est Emotet, tout simplement parce que là, je vous parle de ceux qui passent à l'action pour vous rançonner. Emotet, c'est une structure qui, elle, fait toute la partie amont, c'est-à-dire hameçonnage, entrée chez vous. Une fois qu'elle est rentrée chez vous, va revendre l'accès à votre structure à ces groupes-là, pour que derrière, ils puissent passer, récupérer l'information et positionner le rançongiciel. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques groupes majeurs. Ça, c'était 2020, les 12 derniers mois. Les groupes évoluent. Et puis, on a des structures comme Maze qui a disparu pour se faire remplacer par Egregor. Et donc, derrière, on va trouver donc toutes les terminologies pirates, hackers. Derrière, on a donc des acteurs, des personnes qui vont être là pour, une fois qu'ils ont un accès à votre récit, réaliser l'attaque. On va regarder tout à l'heure comment ça fonctionne un rançongiciel, faire un peu l'anatomie d'une attaque. Alors, quelqu'un dans le chat Frédéric. Je vous ai pas entendu. Oui, il y a une remarque dans le chat sur Fin6. Alors, Fin6, je le connais pas. Non. J'avoue que je ne connais pas. Je regarderai qui sont exactement. Est-ce que c'est pas du côté blanchiment ou C'est Monsieur Locher, je pense qu'il pourra peut-être préciser dans le chat aussi le sujet. Donc effectivement, des rôles et une hiérarchie dans tous ces acteurs. Je vais juste préciser, effectivement, à la base, c'est un groupe qui s'attaquait, je dirais, à l'éco-commerce, en fait, le web, pour dérober les codes de carte bleue. D'accord. Et D'accord. ils ont un peu évolué. Et maintenant, ils sont en plein dans le groupe, dans les ransomware, et ils agissent assez brillamment, si on peut dire. Et on les soupçonnait d'être un petit peu du côté de la Russie. Voilà. Mais ça, c'est juste une hypothèse de travail. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on regarde là on a les gros, Ryu qui a été un des plus actifs en termes d'attaque. On peut mesurer à peu près les gains financiers qu'ils ont. Donc c'est un des plus importants. Alors, on sait par exemple qu'ils ont reçu jusqu'à 34 millions sur un ransomware, 34 millions de dollars. Une attaque de ransomware. Parce qu'il y a des structures qui, alors malheureusement, quand on n'est pas préparé et qu'on subit une attaque de ransomware, la question se posera toujours. La position générale est de dire ne payez pas votre rançon. Après, vous garderez toujours entre rétablir le système ou récupérer les clés de chiffrement en payant la rançon. Quel va être le coût que ça va représenter pour votre structure? Effectivement, une remarque aussi dans le chat sur une idée générale du chiffre d'affaires colossal que peuvent représenter ces extorsions. On en parle plus loin, je crois. Oui. J'ai quelques éléments dessus. On va voir un peu plus loin. C'est en milliards. Hein. J'ai plus exactement en chiffres, mais le marché représente des milliards, que ce soit en rançon. Hein, en Bitcoin, le cas mais
c'est du milliard quand même. C'est ça. Je ne suis pas rentré dans les méthodes de paiement, mais la méthode de paiement préférée, c'est le Bitcoin parce que monnaie intraçable, ou du moins très difficilement traçable. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les rançons logicielles, c'est un business. C'est pas une technologie en tant que telle, hein, c'est que c'est plutôt une problématique métier, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer vos données, ils vont bloquer vos données métiers, ils vont les prendre en otage, et eux, de leur côté, c'est une industrie où ils ont une demande insatiable, vous le voyez bien, une fourniture limitée, et puis ils ont des échanges monétaires fluides, on parlait du Bitcoin, avec les crypto-monnaies. Et ils ont donc un modèle économique viable. Après, un point quand même qui fait que ça crée un certain engouement côté cybercriminel, c'est qu'il y a des polices d'assurance cyber qui, des fois, vont permettre de couvrir le paiement des rançons. Et ce qui fait que lorsque vous êtes une victime et que vous payez, d'une part, vous faites profiter la structure cybercriminelle d'argent supplémentaire pour s'étendre, gagner centaines de milliards, je vois, en termes de gains financiers. J'ai plus ce chiffre en tête, mais on reviendra dessus. Mais donc vous aidez donc tout cet écosystème à se développer et à grandir, à mettre en place plus de recherche, plus de groupes, à faire grandir les groupes. Voilà. C'est un vrai risque. Et puis sachez quand même que lorsque vous payez, vous avez une étiquette qui dit que vous êtes un bon payeur. Et il faut s'attendre à ce que vous ayez de nouveau des visites. Voilà, donc on est plutôt pour le ransomware, donc pour le rançon logiciel, un produit emblématique sur le marché de la cybercriminalité, et donc c'est un peu le produit phare entre guillemets chez eux, et c'est pas prêt de disparaître. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu du vocabulaire. Les slides sont très denses, je vais passer très vite dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, vous aurez le contenu, vous pourrez regarder un peu plus en détail. L'idée est plutôt d'aller s'intéresser à l'écosystème et comment ça fonctionne derrière, plutôt que sur les termes eux-mêmes. Donc première chose, on a les hackers, donc c'est toute la partie produits et services vendus par des pirates, donc sur le dark web. Donc ils ont multiples services, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est ce qu'on appellera notre pirate. Vous voyez par exemple là une information, vous parliez de chiffres tout à l'heure, des accès réseau sur des organisations se sont vendus jusqu'à 500 000 $ sur certains forums de piratage. On a tout ce qui est spam et phishing, donc hameçonnage, spam et hameçonnage. Donc c'est toute la partie création, vente, envoi d'emails malveillants, donc qui sont là à des fins publicitaires pour voler de l'information ou de propagation de malware. Je ne rentre pas, comme je disais, dans le détail derrière, on va en parler sur l'intégration dans l'écosystème. Les malwares, donc c'est tous les outils donc par rapport à création, achat, vente de logiciels malveillants. Donc je vous parlais de laboratoires de recherche, ils ont des centres de développement qui vont créer, qui vont concevoir, qui vont développer eux-mêmes tous ces malwares et qui proposent du service à valeur ajoutée. Et vous avez un service après-vente, une maintenance, une hotline, tout ce qu'il faut pour que les hackers puissent travailler. On a la partie vol d'informations, donc c'est toute la partie vol et vente de données. Donc vous pouvez acheter, revendre, c'est un vrai business derrière. Donc ça va venir, ces informations, soit du phishing, soit du malware, soit du piratage. On va y trouver toutes les données sensibles, identifiant VPN, données de connexion à des sites d'e-commerce, les médias sociaux, les données de santé, les comptes Windows, le bancaire, tout est monnayable, tout se vend sur Internet. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le dark web. Les places de marché informelles, donc le dark web, c'est la partie donc Internet où il y a des serveurs qui ne sont accessibles que via des outils spécifiques, que sont Tor, I2P, GNU.net, Euronet, Freenet, et qui permettent de cacher les adresses IP de ces serveurs. Avec un post lambda, vous n'irez pas sur leur site. Et même si vous installez d'ailleurs ces logiciels pour aller voir ce qu'il en est exactement, je vous le déconseille fortement parce que ces sites sont en général très à risque. Vous risquez de prendre un malware, voire au minimum un adware.
Donc, à ne pas faire sur un poste, que ce soit chez soi ou au travail. On va y trouver donc les places de marché. Je vous parlais donc des forums, des communautés pour la vente et revente de biens illicites. Donc, on a parlé beaucoup données, on a beaucoup parlé cyber, mais il n'y a pas que ça, hein. Vous avez dû entendre parler d'affaires où il y avait un gros site de revente de drogue qui a été, c'était en France, qui a été, je vais dire désamorcé, mais voilà, qui a été démantelé, voilà. On a le malvertising. Donc on peut parler du phishing, donc l'hameçonnage, mais on a aussi des publicités malveillantes sur certains sites où, en fait, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez vous retrouver à être compromis, que ce soit par la demande d'informations, soit par le déploiement d'un rançon logiciel ou d'un malware sur votre poste. Donc c'est toute une industrie, hein, de publicité. Et des fois, ça peut être sur des sites, tout à fait légaux, mais la publicité a été vendue à un annonceur qui fait du malvertising. Alors, j'ai pas tout francisé. Je sais que côté Annecy, tout est bien francisé. J'ai même un petit guide de comment tout mettre en bon français. Je pourrais vous mettre le lien, comme ça, où on pourra vous retrouver, si vous voulez, la notion en français sur les différents termes que j'utilise. Les exploits, donc c'est tout ce qui est découverte, développement et la vente de kits d'exploit. Donc, c'est exploiter les vulnérabilités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est toutes les faiblesses sur les logiciels. Donc, les groupes vendent les outils qui permettent d'utiliser ces vulnérabilités. D'où l'importance de mettre des patchs, de faire des mises à jour sur ces outils. Donc, ça va, ligne de code, script complexe, il y a vraiment plein de manières de faire ça. Derrière, il y a aussi une infrastructure. C'est-à-dire que les pirates font héberger leurs environnements qui permettent de faire alors déjà les sites malveillants. Lorsque vous cliquez, vous retrouvez sur le site, vous allez être amené à donner vos identifiants si vous n'y faites pas attention. Mais aussi les environnements de commande, donc qui vont leur permettre de mener les attaques et éventuellement de télécharger vos données. On a eu un cas il n'y a pas très longtemps sur une structure où on a pu retrouver les informations de connexion sur lesquelles des serveurs se sont connectés et on a permis à des autorités d'autres pays d'aller récupérer les informations sur ces serveurs. Donc, tout ça en passant par les services de police. Donc, quand on a une collaboration de ce genre, ça nous permet sur certains groupes de retrouver l'information et d'identifier que là, typiquement, on était sur un hébergeur classique, mais qui hébergeait sans le savoir un site de téléchargement du vol d'informations. Alors, j'ai eu une anecdote il n'y a pas longtemps, je n'ai pas pu la vérifier, je n'ai pas revérifié en interne si c'était vrai ou pas, mais on a des structures d'hébergement dans le cloud qui des fois auraient des services d'attaquants qui seraient hébergés chez elles et qui, suite à des problèmes de disponibilité, ont enrayé l'inactivité pendant peu de temps, parce qu'elles sont assez résilientes, mais qui auraient bloqué du coup quelques attaques. Et deux derniers sujets, d'une part, elle s'appelle les botnets, donc c'est tous les réseaux de serveurs zombies, donc c'est la création et la modélisation, donc de réseaux d'ordinateurs zombies, de smartphones ou d'autres objets connectés qui vont être revendus pour avoir de la puissance de calcul ou exécuter des ordres. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de déni de service, attaque contre déni de service. C'est-à-dire qu'on va bloquer l'accès à un site web ou un accès Internet d'une société en envoyant un maximum de débit dessus. Donc, ça s'est fait en général à travers ces réseaux de botnets. Vous avez des milliers d'équipements qui sont compromis et qui, en même temps, vont exécuter le même ordre. Donc là, ça va être d'envoyer on appelle un ping, par exemple, ou des requêtes à un serveur pour saturer sa bande passante. Et enfin,
on a des sociétés de blanchiment, c'est-à-dire une fois qu'on a des malwares, ça génère des revenus, tout ça. On va le regarder juste après. Et ces réseaux de blanchiment, c'est comme pour les mafias classiques. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser le montant des achats-reventes et des rançons pour leurs usages courants. Et ça, en fait, ça nous amène ce qu'on appelle sur la chaîne de valeur de la cybercriminalité. C'est-à-dire que nous, dans notre travail avec les équipes de cyberfraude, cyberenquête, on a regardé, on a cartographié les composants clés de l'écosystème, donc ce qu'on a vu avant, comme je disais rapidement, et on a pu identifier la chaîne de valeur. Et donc, vous voyez qu'il y a énormément d'acteurs qui vont travailler ensemble. Donc, que ce soit par exemple le hacker qui paye pour utiliser des malwares publicitaires, qui va distribuer des infections qui vont permettre, par exemple, de créer des botnets. On a une marketplace, donc un site de vente en ligne qui va vendre des malwares, qui va acheter avec des hackers des services, parce que vous pouvez acheter des services de pirates, qui va aussi acheter des criminels hors ligne qui vont acheter des services, qui vont vendre des marchandises illégales. Donc, on a tout un écosystème. Ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, les grands noms, on est plutôt là dans les groupes de hackers. Emotet, on va être plutôt ici sur les spam phishing, qui va distribuer donc des malwares et qui va acheter des informations volées, qui va voler des identifiants des victimes. Et donc derrière tout ça, il fonctionne dans un circuit financier assez important. Donc, la cybercriminalité, la cyber, c'est pas juste un groupe dans un coin, c'est tout un écosystème. Quand on en démantèle un, donc Emotet par exemple, il y a eu une grosse opération de démantèlement. Il faut se dire que derrière, c'est une partie, c'est une grosse pierre qu'on a supprimée, mais il y en a d'autres qui prennent la place et qui se positionnent. On a parlé, là il y a eu mais ce qui a disparu, les personnes a priori sont positionnées dans un groupe qui s'appelle Egregor. Egregor, pareil, on a porté un coup, on a démantelé une partie, mais il n'y avait à pas disparaître. Donc on va retrouver à chaque fois une partie des services. Donc c'est très compliqué de dire qu'on va éradiquer la cybercriminalité en un rien de temps. C'est une grosse mafia avec des interactions dans tous les sens, et on aura toujours des gens qui seront intéressés par les services vendus par les uns par les autres. Donc l'idée, c'est de comprendre cette interconnexion et puis entraver le fonctionnement fondamental en mettant en place des protections chez soi pour éviter d'être déjà, par exemple, pris à défaut par des spams et des phishing, des hameçonnages. Vous évoquiez cette notion de chaîne de valeur, Frédéric, à l'instant, mais là, on est carrément sur une organisation exemplaire en termes d'agilité. Oui, on est. Ce sont des interactions d'entreprise, micro-entreprises, avec une certaine. Allez-y. Oui, non, je faisais effectivement le parallèle par rapport à ce qu'on peut connaître en termes d'organisation d'entreprise et ce que l'on peut promouvoir auprès des entreprises aujourd'hui en termes d'organisation, d'expertise, de mutualisation, d'agilité. Et là, on en a une forme exemplaire. Pas tout le reste. Oui. Oui, avec des briques, des composants qui peuvent être, qui vont évoluer. Avec, vous avez de la veille technologique qui vont permettre, par exemple, sur les exploitations de failles de sécurité, de la veille technologique de leur côté, avec des chercheurs qui vont identifier, des hackers qui vont utiliser. Donc c'est tout à fait en parallèle avec le comportement agile en entreprise. De l'inforbel bien structuré. Voilà. Et donc il faut quand même savoir que par rapport à tout ce fonctionnement, on n'est plus dans un mode à se demander si on va effectivement être attaqué un jour. On est plutôt dans le camp. Ça, c'est aussi un motif côté Annecy. Du brûle, on confirmera. On est plutôt dans le camp. Et l'idée, c'est de se préparer pour soit, comme je disais tout à l'heure, entraver le fonctionnement, soit par rapport au phishing, soit pour limiter l'impact. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le ransomware lui-même. Donc, le rançongiciel, les techniques utilisées par les attaquants.
Là, on a vu l'écosystème, on a vu tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe au-dessus. Alors, comment dois-je réagir? On va parler un peu crise tout à l'heure. L'objectif n'était pas de rentrer tout à fait dans comment je dois réagir, on va en parler quand même. Et anticipe, Paul, ce sera pour les prochaines séances. On va parler d'une crise et puis on parlera de cet aspect-là, on peut l'évoquer même si ce ne sera pas dans les diapositives. Les ransomware, donc on est dans des techniques qui sont assez haut niveau. Dans le mode de fonctionnement, je dirais presque que c'est assez industrialisé. On parlait d'agilité il y a un instant, hein, c'est pas rien non plus. Ils ont des étapes de fonctionnement qui leur permettent de rentrer dans l'entreprise et se déployer dans l'entreprise. Alors là, vous allez voir plein de gros mots, pour ceux qui sont un peu moins techniques. Ça se passe, en général, on a tendance à dire que ça se passe en 6 phases. La première phase, ça va être la partie reconnaissance externe. Donc on va avoir des structures, donc je vous en parlais tout à l'heure, qui va scanner les vulnérabilités, donc vérifier si vous utilisez tel ou tel outil qui comporte des vulnérabilités connues. Donc ils vont vérifier les entreprises, toutes les adresses IP d'Internet sont scannables, et ils vont regarder si vous avez cette vulnérabilité chez vous, si vous avez une vulnérabilité, eh ben, il y aura derrière une deuxième action qui est la partie intrusion. Où ils vont chercher des identifiants donc compromis en dehors du système d'information de la victime. Ça va être par rapport à des personnes. J'avais un exemple en tête, une personne qui fait une capture d'écran, je sais plus, un selfie, et derrière la personne, on voyait un compte et un mot de passe pour se connecter sur une discussion, enfin sur un système de discussion. Voilà. Donc c'est ce genre des fois de mauvaise manœuvre qui peut compromettre des identifiants. Donc une fois cette phase de reconnaissance réalisée, on va rentrer dans la phase d'intrusion. Donc on va exploiter la vulnérabilité, on va faire du phishing, donc l'hameçonnage, on va tenter d'utiliser les comptes légitimes sur des accès distants, et on va faire du spam, un ensemble de spam pour identifier si des personnes répondent derrière et pouvoir continuer la partie hameçonnage. Une fois qu'on est rentré, l'attaquant, donc là, généralement, vous avez une première structure, soit vous êtes sur un groupe qui fait l'ensemble, soit vous êtes dans l'écosystème dont on a parlé tout à l'heure, où la première infrastructure a fait la partie intrusion, elle a l'accès, et elle va revendre l'accès à une autre structure qui va venir faire la suite du process. Donc, la partie reconnaissance interne. Donc là, on va être sur la mise en place d'outils qui vont permettre de découvrir les machines du domaine, d'identifier les solutions de sécurité que vous avez en place, parce que ils apprennent à déjouer ces solutions de sécurité. Ils ont donc sur des antivirus, ils vont peut-être regarder comment désactiver, comment ils vont désactiver effectivement ces solutions de sécurité, et voir pour certains groupes, et ils vont essayer de localiser où se trouvent vos sauvegardes. J'en parlerai sur l'autopsie du ransomware qu'on va faire juste après. La partie sauvegarde, ça devient vraiment l'élément critique pour les entreprises. Ensuite, une fois qu'ils ont fait cette reconnaissance, ils vont passer dans une phase d'élévation de privilèges, qui vont positionner des outils. Donc là, j'ai mis Mimikatz, Glassine, qui sont des outils très connus sur le domaine-là, et qui vont permettre d'aller obtenir des comptes, des informations sur des comptes qui sont connectés à la machine où ils sont pour l'instant, que ce soit des informations des identifiants eux-mêmes ou ce qu'on appelle des hashes, donc des mots de passe qui sont chiffrés mais qui peuvent être réutilisés. Et donc l'objectif là, c'est de réussir à passer d'un compte d'utilisateur à un compte avec des privilèges, donc un compte d'administrateur de vos systèmes. Nous passons après dans une phase où ils ont des comptes à privilèges, un ou des comptes, et ils vont faire un contrôle, ils vont prendre le contrôle de votre infrastructure. Donc là, on a plein d'outils. Alors, il y a des outils comme Strength, MetaExploit. Il faut voir que ces attaquants utilisent des outils que de l'autre côté, les défenseurs utilisent aussi. Nous, on a des équipes qui sont là pour faire de l'audit technique et qui vont utiliser des outils qu'on a ici. Pourquoi? Parce que ce sont des outils qui, à la base, étaient des outils professionnels et qui étaient faits pour analyser le niveau de sécurité dans les entreprises et qui ont été détournés
par les attaquants pour, eux, prendre contrôle sur les infrastructures. Et là, ils vont, donc comme je disais, prendre le contrôle, ils vont se connecter sur le serveur de sauvegarde pour supprimer les sauvegardes. C'est pas systématique. Ils vont récupérer de la donnée sur les serveurs de données. Ils vont déployer la partie ransomware, donc la partie rançon logicielle, par exemple. Alors, petite chose qui est importante de savoir, on parlait de malware tout à l'heure. En fait, il y a un outil qui est déployé, ce qu'on appelle un implant, et puis dessus, on peut rajouter des modules, comme dit que c'est quand même très agile aussi, on peut rajouter des modules qui vont leur permettre de faire différentes actions. Par exemple, d'exfiltrer de la donnée, ou alors de récupérer des identifiants ou des informations bancaires. Pareil tout à l'heure de FIN6, c'était plus leur mode aussi le mode de fonctionnement, ils récupèrent les informations bancaires. Et aussi de rajouter la partie chiffrement. Et là, ils vont passer dans une phase d'exploitation. Donc, ils exfiltrent les données, ils récupèrent tout ce qui est identifiant, éventuellement, ils détruisent des sauvegardes, et surtout, ils vont chiffrer votre système. Chiffrer, double but. Première chose, ça extorquer de l'argent, c'est clair. Deuxièmement, permettre aussi d'effacer leurs traces. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déchiffré, si vous avez restauré sur des environnements avant l'attaque, vous avez perdu toutes les traces de ce qu'ils ont pu réaliser. Ça va, c'est pas trop technique, ça? Non, je pense que ça reste accessible. Pour l'instant, même moi, j'arrive à suivre, sans être expert du tout de ces questions-là. Pas trop d'anglicisme, en fait, c'est bien. Malheureusement, le côté technique, on en a quand même. Absolument. J'essaye de limiter. Je vois une réaction par rapport au PRA qui est souvent négligé dans les PME, PMI. Effectivement, on parlait après, tout ce qui est plan de reprise d'activité, par sauvegarder ces données et faire en sorte qu'elles soient pas corruptibles et pas qu'on puisse pas les détruire, c'est un élément important. Et ce qui est encore d'autant plus important dans les plans de reprise d'activité, c'est d'identifier comment vous démarrez votre activité. C'est pas le tout d'avoir les sauvegardes, mais c'est avoir tout votre plan de redémarrage pour savoir par quoi vous commencez, quelles sont les applications qui sont critiques par rapport à vos métiers, parce que ça va avoir le plus d'impact financier, etc. Et donc, on a tout, effectivement, un processus derrière. D'avoir effectivement des sauvegardes valides, actives et qui ont bien fonctionné. Et tout le processus qui permet de les restaurer, et dans un bon ordre et de manière efficace. Si je regarde, je prends un exemple. Bon, là, c'était sur une attaque ransomware où on a effectivement un attaquant qui a eu accès donc à la partie accès distant, enfin le bureau à distance. Bureau à distance, beaucoup de personnes l'ont déployé et ils ont, du coup, on n'a pas forcément déployé dans les règles de l'art des personnes qui ont aussi donné leurs informations d'identifiant. Ça peut donner l'accès à ces attaquants. Donc c'est ce qui s'était passé. Il a scanné le réseau, il a extrait des mots de passe qu'il y avait au niveau des navigateurs, exploré la mémoire des processus. Donc, il utilise tous ses outils, toute sa boîte à outils, pour récupérer, trouver l'information et désactiver l'antivirus sur le serveur. Là, on est sur un temps très court, c'est-à-dire 10 minutes après l'intrusion, il a commencé à faire sa reconnaissance du réseau, il a obtenu des identifiants d'administrateurs de domaine. Souvent, le compte d'administrateur de domaine est utilisé un peu partout, à tort et à travers, ce qui fait qu'il est assez facilement, il peut avoir une compromission facile, on va dire, sur ce compte. Ça, c'est un élément sur lequel on demande beaucoup aux sociétés de faire attention. Le compte d'administration du domaine, c'est quand même la chose à mettre au coffre et à garder de manière sécurisée et à utiliser le moins possible. Donc, il se connecte au contrôleur de domaine et il commence à prendre les identifiants du serveur, il obtient les identifiants de l'ensemble des utilisateurs, quasi en clair. On a eu des exemples où sur plusieurs milliers d'utilisateurs, en 30 minutes, on avait exporté la base Active Directory, et en 30 minutes sur un PC classique de nos consultants, on avait déchiffré un tiers des mots de passe. C'est-à-dire que les gens n'ont pas, c'est pareil, c'est une question de sensibilisation, n'avaient pas mis des mots de passe très compliqués à craquer. Donc, ce qui facilite quand même grandement la tâche de ces attaquants. Donc, une fois qu'il a été connecté au serveur de domaine, cet attaquant a monté des partages de fichiers.
Il a regardé quelles étaient les choses intéressantes. Donc là, il a identifié les sauvegardes. Ça faisait 1h30 qu'il était là et il a commencé à supprimer tout ce qui était, ce qui allait permettre à la société de redémarrer. Une fois qu'il avait mis tout ça sous contrôle, il a, alors attention, hein, on est quand même, je parlais d'industrialisation tout à l'heure, c'est une réalité. Hein. Ce sont des structures, des personnes qui ont des modes opératoires et qui vont suivre un peu tout le mode de fonctionnement et qui savent qu'ils doivent effacer les logs à tel endroit. Ils ont toute une, c'est pas une fiche réflexe, mais pas loin de l'attaquant. Voilà. Ensuite, ils vont déployer leur ransomware. Donc là, on était sur 4 heures après sa première connexion. On était sur une variante de Phobos, sur l'ensemble des machines, et il a bloqué toutes les machines. Alors, là, on parle de restaurer proprement les sauvegardes, donc on revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur le PRA, si possible. Quand on a des sauvegardes qui, effectivement, n'ont pas été compromises, on peut le faire. Quand on a des sauvegardes qui n'ont pas été, qui ont été compromises, on est quand même fortement bloqué. Et de toute façon, tout ça va nous passer en crise. Donc, quand on passe en crise, c'est qu'on est passé d'un incident de sécurité à un incident critique. On est plutôt à plusieurs postes, plusieurs serveurs, plusieurs sites. Et on va regarder les critères évalués, les moyens à mettre en œuvre. On va mobiliser notre cellule de crise. Alors, beaucoup de structures n'ont pas de cellules identifiées, elles n'ont pas d'organisation, elles n'ont pas de processus autour de la gestion de crise. Donc, c'est souvent, on improvise, on fait ça rapidement. C'est dans des structures familiales, ça va être de toute façon le DG qui va prendre la main, le PDG qui va prendre la main, il va s'entourer de ses directeurs juridiques, mais par contre, après, ça va être de la réaction et ça va être un peu la découverte de l'état de ce qui s'est passé auparavant. Donc, on va être dans l'improvisation de la crise. Ce qui va, malheureusement, ça nécessite une coordination qui est assez importante, des arbitrages réguliers, puis un équilibre. Et dans l'improvisation, c'est compliqué. Une crise, ce qu'on attend, mode de fonctionnement, c'est que d'abord on diagnostique et entraîne le passage en crise. On dirait un rançon logiciel, c'est assez rapide. Ensuite, on va protéger les actifs critiques tels que les sauvegardes s'ils n'ont pas été encore compromis. Et puis, on va passer dans une phase d'analyse et d'investigation. Là, l'analyse d'investigation, on va s'appuyer généralement sur les métiers, sur le mode DSI, sur des experts aussi. On va faire intervenir des forensiques, on va faire intervenir des prestataires qui font le travail pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui a été irrémédiablement perdu, comprendre ce qu'on peut récupérer. Si on a un PRA, voir si on peut l'activer ou pas. Alors, je vois la notion de cassette support qui n'enregistrait plus rien. Oui, la cassette reste encore le meilleur moyen de mettre ses sauvegardes à l'abri, à condition que ces cassettes soient sorties des lecteurs une fois que la sauvegarde est réalisée. Après, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres technologies, des solutions de sauvegarde qui ont évolué pour éviter qu'on puisse supprimer des sauvegardes trop facilement. Le disque dur amovible, mais qui ne quitte pas le bureau du dirigeant. Il y a ça aussi. Alors là, sur les PRA avec les sinistres incendies, vous n'avez plus rien. C'est pas le cyber, c'est un autre sinistre qui arrive. Oui. Donc ensuite, on va passer dans une phase de remédiation, c'est-à-dire l'analyse va vous permettre d'identifier à quoi vous êtes confronté. La remédiation, vous allez entrer dans une phase où vous allez commencer à remonter les éléments en fonction de ce qui a été impacté, en fonction du malware qui vous a touché, en fonction des sauvegardes qui vont être du PRA que vous avez en place. Sauvegarde des quantités. Alors, la rétention de la sauvegarde, en fait, je vous ai parlé juste avant d'une attaque qui s'est passée sur la journée. Il y a des attaquants qui peuvent être présents depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'année dernière, le Clusif avait affiché 180 jours entre l'intrusion et la détection de l'intrusion. Ça va vraiment varier d'un groupe à un autre. On a eu des cas, moi j'ai eu des cas où en 1 semaine ils avaient compromis l'ensemble. Donc là, une rétention d'1 semaine peut suffire. Et dans les cas où effectivement ils sont depuis plus d'1 mois, c'est de toute façon, on pourrait se dire qu'il faudrait une rétention d'1 mois. Est-ce qu'on a une notion, Frédéric, peut-être de quelle typologie d'entreprise attire des pirates sur un plus long terme, cachés longtemps dans le système? Celles qui ont
la R&D ou qui ont des informations par exemple. financières. Par exemple, effectivement, c'est là où ils ont un intérêt à rester plus longtemps, à regarder ce qui se passe et à récupérer de l'information. Maintenant, les autres, je suis désolé de dire ça comme ça, mais ils font beaucoup du tout venant, c'est-à-dire que ils font plutôt de la masse à un moment donné, donc ils vont beaucoup plus rapidement maintenant. Par rapport à la sauvegarde des connectés, même si vous restaurez un environnement qui est compromis, ce qu'il faut comprendre dans la partie ransomware avant, c'est qu'on a beaucoup d'actions manuelles. C'est-à-dire que c'est un attaquant qui est en réalité qui est connecté chez vous. Si je reviens dessus, là, toute cette partie ici, donc toute la partie détection, scan, c'est quelque chose qui est relativement automatisé. Mais une fois qu'ils sont rentrés, on est beaucoup plus maintenant dans des activités manuelles, histoire d'être un peu plus furtif, d'avoir des gens qui ont des compétences chez eux, qui vont leur permettre d'éviter que l'antivirus se déclenche, qui vont regarder un peu plus finement où se trouvent les informations. Et donc, comme ils sont connectés à votre machine, donc je parle des infrastructures, ils ont des systèmes de commande, lorsque vous coupez l'Internet, ils n'ont plus l'accès. Donc, il y a des ransomware qui feront rien d'autre. Quand vous allez restaurer des environnements, vous ne savez pas exactement, parce que quand on regarde les phases de remédiation, d'analyse, vous voyez bien que l'analyse, elle va durer plus longtemps, enfin, elle va pas s'arrêter au moment où vous commencerez la remédiation. Vous allez commencer à restaurer des systèmes sans forcément savoir exactement où vous en êtes, sans savoir exactement quand a commencé l'infection, parce que l'investigation, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs semaines pour savoir exactement quand on réussit à trouver l'information, quand ça a commencé. Mais par contre, l'investigation, elle va permettre d'identifier le malware et puis de mettre en place des solutions de nettoyage. Donc, même si vous restaurez un environnement qui a été compromis, c'est-à-dire que vous avez trouvé l'implant du malware qui est déjà là, donc quand vous n'êtes pas connecté à Internet, j'insiste là-dessus, quand vous avez tout à l'heure à la question qu'est-ce qu'il faut faire, c'est déconnectez-vous d'Internet. Tant qu'on n'est pas connecté à Internet, on peut par la suite mettre en place des scripts de nettoyage. Ensuite, on rentrera dans des phases de redémarrage de votre activité. Donc, par rapport à ça, ce qu'on peut prendre, en termes d'enseignement, donc c'est déjà identifier donc, les amplificateurs de crise, donc, quel contexte vous êtes. Sachez que les attaques ont plus souvent lieu la veille de week-end ou la veille de pont. Donc, on a souvent eu le vendredi avant minuit ou juste après minuit, début de l'activation du ransomware, parce que souvent il n'y a personne le week-end pour identifier, pour être là, pour savoir ce qui se passe. Qu'on est aussi dans une crise, c'est-à-dire que la crise sanitaire plus une crise cyber, ça fait beaucoup de poids. Vos équipes, elles sont à distance la plupart du temps. Vous avez perdu la main sur vos systèmes, c'est-à-dire qu'il faut ramener tout le monde sur site. Comment vous gérez le fait que tout le monde est sur site, enfin tout le monde côté système formation est sur site. Comment vous gérez qu'ils sont là et que vous gérez la crise sanitaire, tout ce qui va être mesures et précautions. Et puis, ça révèle aussi un besoin de transversalité, c'est-à-dire que toute l'entreprise va être impactée et donc les métiers vont être aussi là pour travailler avec l'expertise des métiers, pour redémarrer l'activité et vous avez besoin de toutes les expertises, que ce soit l'investigation, Active Directory, serveur, réseau, puis comme je disais, applicatifs, qui sont là dans un mode projet, donc vous pilotez en fait un projet dans l'urgence pour pouvoir redémarrer. Puis le plus important, c'est donc tirer les enseignements de la crise, analyser après la crise, documenter, réaliser des exercices quand vous pouvez. J'ai mis un petit résumé. Donc, je le disais tout à l'heure, les attaques, elles sont inévitables. Compromission, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. On en parlait tout à l'heure sur des exemples en Mayenne. Comme je disais, moi, je suis intervenu auprès de plusieurs structures dans la région. Nos équipes interviennent très régulièrement, je dirais même presque trop régulièrement, sur ces sujets-là. Donc, on est tout le temps hyper connecté. On a des attaquants qui ont un niveau d'expertise, vous l'avez compris, un mode de fonctionnement avec un écosystème, et puis des systèmes qui évoluent, qui laissent des portes ouvertes. Windows, nouvelle mise à jour, peut-être qu'il y a aussi une nouvelle faille en même temps. Donc Windows, ça peut être Linux, ça peut être d'autres environnements. Voilà. Et le fait d'être entre compromission et crise, c'est-à-dire que quand vous avez moyen de détection, ça peut vous éviter de passer en crise, c'est-à-dire que vous avez identifié qu'il y a une compromission et vous n'aurez pas à passer en crise.
Pour terminer, je vais vous parler donc des défis sur 2021, parce que c'est bien, j'étais dressé un tableau très noir. Hein. Quels sont les défis pour 2021? Je vais passer rapidement. L'idée était de voir un peu ce qui résonnait plus pour vous entre cybersécurité, donc levier indispensable pour assurer la continuité du business, le fait qu'il n'y a pas que la technologie seule qui atténue la menace d'extorsion de fuite, les infrastructures du cloud, les utilisateurs à domicile de plus en plus visés, et puis des attaques qui sont de plus en plus axées sur la donnée, et donc on est sur un investissement dans les approches centrées de données. La première cible, c'est la donnée de l'entreprise. Si vous avez été victime d'un ransomware, ne commencez pas à dire « j'ai pas eu d'exfiltration de données » tant que vous ne le savez pas. Coupure de son, du coup, Frédéric. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, on ne sait pas si vous avez vraiment une fuite de données ou pas. C'est-à-dire, attendez d'avoir une investigation qui soit menée à un niveau qui vous permette d'être sûr que vous avez eu une exfiltration ou pas eu une exfiltration de données. Je vais passer là assez rapidement sur la partie menaces et vulnérabilités. Donc, on en a parlé beaucoup. La commercialisation de produits cyberoffensifs. Vous avez des outils d'État-nation qui sont retrouvés dans les groupes de hackers, des outils de pointe assez qui ont été utilisés donc par des acteurs qui n'étaient pas étatiques. Il y a des sociétés qui payent des sommes importantes pour les cybercriminels. Donc, voilà. Les vulnérabilités, on en a parlé aussi beaucoup. Donc, c'est deux sujets sur lesquels qui vont être des facteurs importants pour le risque. Menaces et vulnérabilités. On a donc une concentration sur les données en termes de sécurité, donc que ce soit sur, comme vous voyez, le ransomware qui touche l'indisponibilité des données, l'extortionware. Alors, on trouve plein de terminologies ware maintenant qui touchent toute la partie extorsion, contre non-divulgation de données. Sachez que des groupes publient sur leur site le fait qu'ils vous ont volé de la donnée. Donc, faire une veille à ce moment-là, quand vous avez eu un ransomware pour savoir ce qui se passe sur ces sites d'attaquants, va vous permettre des fois d'identifier si oui ou non il y a eu un vol de données. Généralement, quand ils affichent qu'ils ont volé de la donnée, c'est même 95% de chances pour qu'ils l'aient vraiment fait. Et il y a des sociétés qui vont, des journalistiques ou autres, qui vont, elles, regarder régulièrement et qui affichent quelles sont les sociétés qui ont été victimes d'extorsion ou de vol de données. Il y a tout ce qui est aussi défaut de gestion des données qui va être important. Donc, si vous avez de la donnée personnelle qui a fuité, qui est touchée, il faut faire des déclarations à la CNIL. Donc, si vous avez mal protégé vos données et qu'il y a bien qu'on met en avant un défaut de conformité, vous risquez l'amende aussi. Et tout ce qui est fausse information, fausse donnée. Donc, la donnée, elle est à plein d'endroits différents. Vous avez des utilisateurs qui sont en télétravail, qui sont sur site, qui sont voire en télétravail en dehors de chez eux dans des locaux loués, voire pas forcément là où vous demandez à ce qu'ils soient. Vous avez donc des données qui sont à plein d'endroits différents. Donc, ce qui va être important, c'est un peu le principe de zéro confiance. Il faut contrôler, vérifier. Donc, vérifier l'identité de qui se connecte, parce qu'on est sûr que c'est bien lui. Tout à fait. Ouais. Sur la partie RGPD, j'ai parlé perte de données, mais c'est aussi effectivement si elles sont compromises et qu'on n'a plus accès et qu'elles ont été, l'intégrité a été compromise, c'est un signalement, bien sûr. Donc vérifier l'identité, la localisation. Donc du coup, c'est mettre en place des systèmes, par exemple, d'authentification multifacteur. Ça va être appliquer le principe de moins de privilèges aux accès. C'est-à-dire que les personnes, un utilisateur n'a pas besoin d'avoir les droits d'administration sur tout votre système d'information, par exemple. Je caricature un peu. Je vous parlais tout à l'heure du compte d'administration du domaine. C'est un compte à protéger, à mettre de côté et souffler. Il y a assumer les brèches possibles. Donc, c'est faire en sorte qu'on limite l'impact d'une fuite de données, éventuellement en segmentant nos environnements. Enfin, il y a des éléments qui sont liés au risque du télétravail. Donc, c'est regarder tout ce qui est solutions flexibles d'accès distant, tout ce qui est accès de sécurité nouvelle génération qui permet de s'appliquer au niveau des terminaux.
donc qui vont, je ne sais pas si vous en avez parlé, d'ADR, des Endpoint Detection Response, qui sont des outils qui vont regarder le comportement et qui vont permettre d'identifier qu'il y a une menace qui est en train de se déployer ou qui a tenté de se déployer parce qu'elle l'aura bloqué. Donc la donnée, le poste utilisateur, les terminaux sont des éléments très importants à sécuriser. Je passe vite si vous avez des questions. Et enfin, toute la partie sécurité logique et physique. Donc tout est connecté quand même dans notre monde. Du SI industriel, on va voir la 5G, les objets connectés. Je bouge le logo. Et donc les criminels ciblent explicitement les verrous de sécurité. Il y a quelques-uns qui sont cités. Donc il faudra effectivement mettre en place des interactions entre ceux qui travaillent sur les objets connectés et ceux qui travaillent sur la partie informatique classique. C'est-à-dire que vous êtes sur du SI industriel, vous déployez ce qu'on appelle l'industrie 4.0 avec des capteurs, des terminaux dans tous les sens. Il y a un travail fort à faire avec les équipes informatiques. Donc c'est automaticiens et informaticiens qui doivent travailler main dans la main pour sécuriser tous ces ensembles. Vous êtes une société qui développe des objets connectés, il y a des sujets qui sont ce qu'on appelle la security by design, donc faire en sorte que lorsque vous développez vos outils, vos IoT, que ce soit la partie firmware, donc logiciel embarqué, ou la partie logiciel de commande, que vous ayez pensé à la sécurité en amont. Donc tout ça pour dire, en synthèse, si on regarde ce sujet, donc en synthèse des chantiers 2021, nous qu'on voit, c'est d'une part se préparer à la crise, définir un processus de gestion de crise documenté, s'entraîner. Donc on a des plans de gestion de crise, la communication de crise, les fiches réflexes. Le PRA va rentrer dedans aussi. Donc le plan de reprise d'activité, parce que j'ai dit plusieurs fois PRA, les acronymes. C'est toute la partie processus qui va vous permettre de reprendre l'activité, que ce soit d'un point de vue métier, d'un point de vue informatique. Il y a renforcer les capacités de détection des attaques cyber. Donc, c'est pas forcément en déployant des grosses solutions. Vous avez entendu parler de SOC, de SIEM, qui sont des solutions avec des analystes qui vont regarder tout ce qui se passe sur votre système d'information. Il y a des solutions un peu plus petites. Je parlais des EDR tout à l'heure. Donc, voir ce qui correspond à la taille de votre structure. Est-ce que vous voulez protéger? Est-ce que vous avez à protéger en termes d'information, en termes de données? Reconsidérer donc toute la partie politique de gestion des accès. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois, travail massif, cloud, donc les accès distants ouverts, des VPN. Vérifier que vous avez sécurisé toute la partie Active Directory, les comptes à privilèges, faire en sorte que vous ayez des facteurs d'authentification multiples. La compromission d'un compte Office 365, ça peut se faire rapidement. Et si vous n'avez pas mis d'authentification multiple, n'importe qui peut se connecter au compte compromis depuis Internet. Ça, il faut le garder en tête. Et si les personnes ne sont pas sensibilisées chez vous, ça peut aller vite dans cette compromission. Et protéger donc le dernier rempart qui est la sauvegarde, donc soit en isolant totalement les systèmes de sauvegarde du réseau SI, ça j'en ai parlé plusieurs fois. Multiplier, externaliser les copies. Donc, on a parlé des cassettes, on a parlé de la partie peut-être disque dur externe. Voir, là, je vais regarder un article là, sur ceux qui utilisent la solution Vim. On a la possibilité de désigner une sauvegarde comme étant non expirable. Ça peut déjà avoir un premier niveau de protection. Et puis, vérifier l'intégrité de celle-ci. Donc, certains l'ont dit, c'est vérifier que nos sauvegardes fonctionnent. On l'a évoqué tout à l'heure. Tester régulièrement. Est-ce que mon système de sauvegarde est bien opérationnel? Est-ce que j'arrive à restaurer mes environnements? Pas forcément tout d'un coup, un serveur par-ci, un serveur par-là. Vous avez des terras de données, teraoctets de données, vous restaurez qu'une petite partie pour voir si ça fonctionne. Et aussi savoir combien de temps il vous faut pour restaurer ces environnements. Et enfin, se concentrer aussi sur les basiques. Ça, les basiques, on y reviendra toujours. Donc, mettre à jour donc les patchs de sécurité, sensibiliser, auditer, donc vérifier votre niveau de sécurité, savoir où vous en êtes, pour pouvoir aussi vous projeter et savoir où vous voulez aller. Le faire de façon régulière et périodique. Exactement, mais il y a un élément quand même qui est hyper important, même si vous mettez plein d'outils en place, c'est qu'on aura toujours l'humain en première ligne. Il faut savoir que
15% des attaques qui commencent par l'humain, que ce soit de l'hameçonnage, de l'erreur de configuration, je parlais tout à l'heure de la personne qui prend en photo avec son compte qui est diffusé. Donc l'humain va rester important. Et donc, un élément important, c'est la sensibilisation de vos équipes. Donc, quand les équipes savent que le risque existe, elles vont le prendre en compte et elles vont faire plus attention. Donc, toujours un facteur essentiel entre le fauteuil et le clavier. Tout à fait. Pour les gens de la DSI qui aiment bien cette image-là. Si ce n'est qu'on n'est plus nécessairement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Frédéric, entre un fauteuil et un clavier, mais de plus en plus aussi en nomadisme, en télétravail. Donc, il y a une question tout à l'heure là-dessus. Effectivement, c'est un thème qu'on abordera lors de la prochaine session. Hein. On communiquera le calendrier avec le support également, donc dédié au télétravail. Et attends également un petit lien avec une question sur comment est-ce qu'une entreprise peut effectivement garantir qu'elle a fait tout son possible ou du mieux qu'elle pouvait pour assurer cette notion de sécurisation de son système d'information ou des données. Comment est-ce qu'elle peut garantir déjà, est-ce qu'elle ait déjà mené des actions? On a parlé d'audit tout à l'heure. C'est montré par des audits qu'elle a mis en place, soit qu'elle a un niveau de sécurité suffisant, soit qu'elle a mis en place un plan d'action. Après, vous pouvez définir des plans d'action, mais là, on a eu un cas une fois où la structure voulait mettre en place une solution de DR, et 3 semaines avant la fin du déploiement, elle s'est pris un ransomware. Mais c'était dans son plan d'action, c'était prévu. Donc, quelque part, elle a présenté, elle a bien montré qu'elle avait une action autour de ça. Donc, elle n'a pas eu d'impact financier supplémentaire. Elle a pu montrer qu'elle faisait déjà son maximum et qu'elle travaillait sur le sujet. Donc, montrer déjà qu'on travaille sur le sujet. Il y a un petit parallèle à faire en termes de réduction du niveau de risque. Justement, les entreprises, depuis quelques années maintenant, doivent établir un document d'évaluation a priori des risques pour le salarié. Il y a quelque chose comme ça à mettre en place sur l'aspect système d'information. De la même façon que les entreprises qui peuvent être disposées d'un système, par exemple, ou de prévention des risques au sens large. Voilà, la notion de risque ou de maîtrise des risques dans l'ISO 9001 version 2015, elle est importante aussi. Donc, ce sont des éléments qui permettent d'être probants en termes de sécurisation ou de bonnes pratiques en anticipant, ce qu'on évoquait tout à l'heure également, qui ne garantiront pas nécessairement d'éviter tout, mais déjà de réduire, autant que faire se peut, une bonne part des 95%. Tout à fait. C'est montrer que vous menez des actions, présenter les plans d'action. Tous ces éléments-là vous permettent déjà d'avoir un premier niveau. Voilà, donc en résumé, ça c'était une phrase de notre CTO. Donc, étudier le paysage des menaces pour comprendre vos dangers actuels. Donc on parlait de risque tout à l'heure, le risque cyber rentre dans les risques opérationnels maintenant. Assurez-vous de comprendre donc, votre surface d'attaque et vos vulnérabilités. Donc l'audit, auditer, vérifier quel niveau j'en suis, qu'est-ce que j'expose. Est-ce que j'ai des surfaces d'attaque trop importantes, est-ce que j'ai des vulnérabilités que j'ai pas patchées. Donc on en revient au basique aussi. Quelles sont les données, les procédures qui causent des insomnies à votre PDG? J'ai des données. Est-ce que c'est de la R&D? Est-ce que la R&D n'a pas d'importance? Est-ce que c'est la donnée personnelle uniquement de mes employés parce que j'ai que ça? Est-ce que j'ai plein d'autres données personnelles? Est-ce que je suis un établissement de santé? Et là, j'ai plutôt intérêt à faire très attention à ce que j'ai sur mon système d'information. Et donc, à partir de ces éléments, il faut les utiliser pour prioriser les efforts de protection. Pas le tout. L'objectif n'est pas d'être tout sécurité, mais de réfléchir aussi à qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que je dois mettre mes efforts. Vous l'avez si vous avez... Oui. Si vous avez des questions. Tout à l'heure sur tout ce qui est évolution industrie 4.0, donc mettre de l'intelligence dans les machines, des capteurs, de la connexion, de l'ouverture, de l'échange de données avec des clients, des fournisseurs. Donc ça induit nécessairement un niveau de risque supplémentaire. Oui, dès que vous ouvrez de façon de manière un peu large, vous mettez des systèmes. Il ne faut pas oublier que beaucoup de systèmes industriels sont sous Windows. Hein. Oui. Ça reste une problématique. Ça reste une surface d'attaque. Il faudrait qu'on sache quand est-ce que tu peux travailler sur tous les rachats, parce que le rachat, il faut savoir s'il faut qu'elle revienne demain ou plutôt mercredi. C'est pas qui part. Il y a un micro ouvert. Oui, il y a un micro ouvert. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, avez-vous des questions, mesdames et messieurs, qui êtes connectés avec nous cet après-midi?
Par chat ou directement par micro, le cas échéant. On a 5 minutes à consacrer à ce sujet-là. Vous en avez posé quelques-unes en cours de présentation. Oui, j'avais une question. Bonjour, Raphaël Amani. Je voulais savoir si depuis que vous savez qu'il y a la double authentification qui a été mise en place là dans les banques, si on a suffisamment de recul pour voir si ça a été clairement bénéfique. Sur les banques elles-mêmes, alors c'est l'utilisateur. Là, on n'a pas de supervision à ce niveau-là. Les retours, moi j'avais échangé avec des RSSI de banque, c'est que sur la partie utilisateur, oui, il y a des authentifications par le code sur le téléphone, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Par La application. double authentification, ouais. Ouais. Donc oui, il y a eu quand même beaucoup moins de compromission de compte avec cet outil-là. Et on sait le chiffrer, non? Nous, on ne le suit pas en particulier. Vous ne le suivez pas, ouais. Voilà. Voir avec effectivement le côté bancaire, ce qu'ils peuvent remonter comme élément. D'accord, merci. Une question sur les assurances. Alors, est-ce que ça concerne les polices et les garanties qui sont associées, le niveau de coût, le fait que ça puisse alimenter le business qu'on a évoqué tout à l'heure? Comment y remédier? Les assurances cyber, Frédéric. Assurance cyber. Le sujet est large. Première chose, quand vous prenez une assurance cyber, attendez-vous à ce qu'ils vous demandent votre plan d'action sécurité et vos règles de sécurité en place. Typiquement, vous allez avoir le droit à un questionnaire qui est carrément le contenu d'une politique de sécurité du système d'information. Donc oui, l'assurance cyber, c'est très bien parce que ça va vous permettre, le jour où vous avez un incident, de couvrir, nous c'est ce qu'on a eu plusieurs fois, de couvrir les frais d'investigation qui vont permettre de recouvrir une partie aussi de vos pertes opérationnelles, mais qu'une partie, hein, parce qu'il y a, comme dans toute assurance, il y a des plafonds. Mais il y a aussi des polices d'assurance qui vont être plus ou moins élevées en fonction de votre niveau de sécurité déjà en place. D'accord. Et puis effectivement, le fait que les anciennes machines, enfin des machines industrielles tournent sur d'anciens systèmes d'exploitation. On voit des choses encore sur S400, tout ça, qui a priori sont robustes, mais est-ce qu'ils sont verts? Alors oui, la partie, les vieux logiciels, enfin c'est pas que de la S400, hein, du Windows, oui, non, par exemple. du cas des Windows XP sur des environnements SCADA ou autres. Là-dessus, on a tendance à revenir sur des sujets qui sont la ségrégation, voire de zones du SI industriel, où vous avez ces systèmes qui sont obsolètes. Après, il y a des éditeurs qui ont des solutions qui vont faire du patching virtuel et qui vont protéger votre machine. Mais il y a un point qu'il ne faudra pas oublier, c'est que dès que vous voulez toucher à ces environnements industriels, vous avez un éditeur, un constructeur derrière, et vous avez un contrat de maintenance. Donc, si vous y touchez vous-même, vous risquez de faire sauter ce contrat de maintenance. Donc, renseignez-vous bien avant, pour savoir où ils en sont, quelles sont les conditions pour que vous puissiez intervenir dessus. Et si vous ne pouvez rien faire dessus, le sujet, c'est effectivement les confiner dans une zone, faire une ségrégation de réseau pour s'assurer qu'on ne puisse pas y accéder depuis l'extérieur, ou limiter les flux qui vont vers cette machine. Après, je vais dans le plus gros, hein, ça demande des études un peu plus complexes en général, mais c'est un premier niveau. Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions? J'avais vu un sujet sur les coffres-forts de mots de passe. Oui, sur les coffres-forts de mots de passe. Très utilisé. On a des KeePass, des Dashlane qui sont des outils qui sont pas mal utilisés. Donc, on le conseille assez souvent pour les comptes administrateurs. Il n'y a pas de souci particulier à utiliser. Je ne sais plus si l'ANSSI n'avait pas mis des visas sur certains outils de coffre-fort. Je ne sais pas si M. Dubrul est encore là et peut nous prendre. Voilà, KeePass, par exemple, effectivement, qui est bien connu. Encore faut-il ne pas oublier le mot de passe pour accéder au coffre-fort du mot de passe. Tout à fait. Et pas avoir un mot de passe trop simple non plus pour accéder au coffre-fort. Exactement. Voilà. Donc, validation de l'ANSSI pour KeePass. Voilà. Après, je voyais une réflexion sur l'identification par SMS. Il faut savoir que les attaquants, ils font toujours un saut technologique. Ils ont des chercheurs, comme je le disais tout à l'heure, donc ils sont toujours en train de chercher comment contourner les protections. Il y a des solutions pour certaines solutions multifacteurs pour rendre obsolètes.
Maintenant, c'est déjà un premier niveau et ça évite le tout venant, entre guillemets, des attaquants. Bitwarden, je ne le connais pas. Je ne pourrais pas vous dire, je vais me renseigner. Oui, j'ai également. Alors, on arrive au terme, il est 17h30, si on ne veut pas trop dépasser. Juste une petite information. Alors, pour les Mayennais qui sont connectés, vous avez pu recevoir, si vous êtes dirigeant d'entreprise ou membre de l'encadrement, une alerte qu'on a relayée de la gendarmerie nationale de la semaine dernière, qui vous est paru effectivement aujourd'hui, concernant une attaque double en fait de 2 entreprises qui sont en relation client-fournisseur, donc qui reprend effectivement cette notion-là et différents sujets, quelques préconisations de prévention. Donc oui, c'est une activité de tous les jours et ça va me permettre de faire la transition avec la conclusion de Monsieur Miteux, si vous voulez bien, Robert. Merci. Voilà. Oui, merci. Je vais être assez bref compte tenu de l'horaire. Pour d'abord saluer l'initiative qui a été prise en même temps donc, par les services de l'État, la préfecture, donc évidemment la CCI de Mayenne et les équipes d'Orange, en particulier Orange Cyberdéfense. Vous venez de suivre et vous avez été nombreux à y participer. Je vous remercie bien sûr de cette participation-là, le premier atelier. Vous l'avez souligné, c'est le premier d'une série de 4 qui abordera encore d'autres sujets toujours autour de la cybersécurité. Nous savons tous, et puisque vous êtes présents à cet atelier, encore plus conscients peut-être que d'autres entrepreneurs de la nécessité de prendre des précautions et de mesures. Et j'ai bien aimé la conclusion qui était de dire tout ça repose quand même sur l'humain. Et donc, c'était important de donner déjà ce panorama global de cette problématique qui est malheureusement d'actualité et qui, sans être devin, va encore nous occuper pendant encore de nombreuses années. C'est toujours un peu la course à l'échalote entre les hackers et les entreprises qui essayent de se protéger. Donc, merci évidemment Frédéric pour ta présentation très très claire et ton sens de la pédagogie parce que c'est un sujet qui est très complexe et pouvoir, là, en 1 heure de temps, nous avoir donné un panorama de cette complexité, de cet écosystème, comme tu le soulignais tout à l'heure, est vraiment quelque chose de remarquable. Donc, Orange Cyberdéfense est très présent en région. Voilà, Frédéric l'a dit. Nous avons un grand centre à Nantes. Et puis, je dirais, nous avons aussi une disposition à pouvoir aider l'ensemble des entreprises sur le territoire. Donc, nous sommes non seulement très attentifs à ces problématiques, mais aussi donc forts de conseils et d'outils pour essayer donc de prévenir le maximum d'attaques, évidemment, sans avoir quelque chose qui puisse malheureusement être zéro défaut. Merci encore de votre participation, de l'organisation de cet atelier. Moi, j'ai appris beaucoup de choses au cours de cette présentation et j'espère vous retrouver très nombreux pour les ateliers suivants, donc qui vont se dérouler sur ces prochaines semaines et ces prochains mois. Effectivement, merci Monsieur Miteux, merci Frédéric pour la qualité de l'intervention et effectivement l'aspect didactique de la présentation. Je pense que c'était clair pour le plus grand nombre. En étant expert ou non, on pouvait suivre le cheminement et bien comprendre cette notion d'organisation et de chaîne de valeur. Je pense que c'est quelque chose d'important à retenir. Ensuite, je ne sais pas si aujourd'hui l'image du bouclier et de l'épée fonctionne encore de ce point de vue-là, mais j'ai l'impression que tout ça est à la fois élastique et mouvant. On parlait d'agilité tout à l'heure. Dernière petite information effectivement sur la CCI de la Mayenne, mais aussi mes collègues des CCI des autres départements des Pays de la Loire, pour les Ligériens qui sont présents. Sachez que sur les thématiques industrie du futur, donc ce qu'on a abordé à la fin, l'interconnexion de l'ensemble des systèmes, qu'ils soient informatiques, de production ou autres, les CCI peuvent vous accompagner dans vos réflexions et vos projets sur ces sujets-là, sur différents outils qui peuvent vous permettre de faciliter ces mutations en vous posant de bonnes questions et en identifiant des axes de travail pertinents sur le sujet. Un dernier petit mot pour remercier donc les intervenants d'Orange Cyberdéfense et d'Orange, également Madame la directrice de cabinet
de la préfecture de la Mayenne. Et puis, dernier mot pour vous rappeler, voilà, sur la Mayenne, mais à vocation plus large, l'Institut d'informatique appliquée peut vous aider à former des compétences ou à trouver des ressources pour faire évoluer votre direction et le système d'information. Je pense qu'on est bon, on a terminé. Je vais clôturer l'enregistrement et puis merci à toutes et tous encore. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Jean-Jacques, à bientôt. Frédéric, merci.